Vous écoutez Parole de France, le podcast politique de Cluster 17. Cette émission interroge des Français sur leur parcours de vie et sur les principaux clivages du débat public selon notre méthode de segmentation de la société en 16 groupes homogènes. Pour chacun des épisodes, je suis parti à la rencontre de connaissances, d'amis, de membres de ma famille représentant l'un des 16 clusters. Je leur ai posé les mêmes questions sur les mêmes sujets. Parole de France, une émission produite par Guillaume Tricard pour Cluster 17. J'ai rencontré Serge en novembre 2019 lors d'une enquête sur les Gilets jaunes. Il était l'un des piliers du rond-point de la sortie d'autoroute à Nîmes. Serge a 59 ans, il a passé une bonne partie de sa vie dans son Tarn natal où il a évolué comme ouvrier dans la manutention. Il y a une dizaine d'années, il est venu vivre à Nîmes avec l'une de ses deux filles. Serge m'a donné rendez-vous chez lui. Il vit seul dans une résidence au nord de Nîmes, dans un nouveau quartier en cours de construction, en plein milieu de la Garrigue. Serge appartient au cluster des sociopatriotes, un groupe composé en grande majorité de catégories populaires, marqué par la radicalité sur les questions identitaires, les droits des salariés et le rejet des élites. En 2017, ce cluster avait voté massivement pour Marine Le Pen. En dehors d'elle, seul Jean-Luc Mélenchon avait réalisé un score de plus de 10% au sein de ce groupe. Comment ça va? Bon. Et toi? Bah ouais. Dis donc, c'est plus calme hein, ici que où t'étais. Ah oui, de Thomas, hein. Je voudrais que tu me racontes un peu le début de ton aventure de vie. Ben, je viens d'Albi, dans le Tarn. Donc je suis né en 63. Mon père était postier. Ma mère était assistante maternelle à la maison. Donc on a vécu à 5, 6. Parce que bon, 4 frères plus 2, ça fait 6. Donc voilà, on a vécu. Et puis bon, j'ai passé mes examens, CAP, c'est tout. Parce que j'ai pas eu les possibilités d'étudier à l'école. Et donc tu fais un CAP? Je fais un CAP de vendeur magasinier, pièces détachées auto, que j'ai eu, bien sûr. Bon, après, je me suis retrouvé au chômage parce que l'employeur n'a pas voulu me garder. Donc, je fais beaucoup de chômage. Je me fais après de l'intérim, quand ça s'est créé. Ton père était postier et t'avais pas pensé à passer le concours de la poste ou un concours de la fonction publique? Je l'ai passé 4 fois. Et chaque fois, j'ai pas été reçu parce que, vu que j'étais pas terrible en français, donc faute d'orthographe et tout. Et t'as essayé d'autres concours de fonction publique? Non, ça a été j'ai voulu faire quand j'étais gamin, quand j'avais 16 ans, j'ai voulu essayer de rentrer à l'école de l'armée de l'air, parce que ça me plaisait. Là aussi, j'ai été pas pris, hein, donc voilà. Ok, donc du coup, tu fais ton CAP, là tu rentres. T'as fait beaucoup de CDD, c'est ça? J'ai eu un CDI, j'ai eu qu'un, mais j'avais dans les 30 ans. Toi, t'as quel âge maintenant? 59 ans au mois de mai. Mais j'ai jamais eu de CDI, j'ai eu que des émissions d'intérim ou chômage, quoi. Toute cette époque-là, tu restes à Albi? Je suis resté à Albi. Entre-temps, ma femme, puisqu'on travaille tous les deux dans la même usine chez Fleury Michon, on a été licenciés tous les deux. Moi avant elle, elle après moi. Donc ta femme, tu l'as rencontrée à l'usine? Non, j'ai rencontré quand j'ai eu 18 ans. Ça a été la première femme, elle s'est mariée, on a eu la première fille. 22 ans, papa, 23 ans, j'avais la maison plus la fille. Et à 24, on était 4. Et donc ça, cette vie-là, elle dure jusqu'à quel âge? Ça a duré, la vie de couple, ça a duré jusqu'à 18 ans de plus. 85, on va dire, allez, 85 plus 18, je suis arrivé presque à 2000. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là, à ce moment-là, j'ai essayé de divorcer parce que ça n'allait plus entre nous. Donc, moi, entre-temps, j'ai eu des problèmes de genoux, un accident de travail. Donc, le patron m'a licencié parce que je ne pouvais plus rester debout. Donc, du coup, je suis parti en intérim. Après, je suis rentré comme chauffeur d'engin dans une entreprise chez Gentoli à Arles. Donc, je suis parti là pendant 3 ans et demi en déplacement. Je faisais des déplacements, je conduisais chauffeur d'engin. J'étais des gros camions. D'accord, donc là, la vie, à ce moment-là, ça change beaucoup parce que oui, toi, vous divorcez et en plus, voilà. Professionnellement, tu n'as plus de CDI. Voilà, j'avais plus de CDI, donc du coup, j'ai fait de l'intérim, chômage, intérim. Puisque la région d'Albi, elle est sinistrée comme dans le nord, comme partout, pas d'entreprise. Donc on galère. Et après ça, je suis décidé de partir au bout de 8 ans de plus de vie sur Albi. Je m'étais inscrit sur un site de rencontre et j'ai rencontré une femme sur Nîmes. J'ai rencontré, et j'ai dit, moi j'ai plus rien à Albi, mes filles sont grandes, elles font leur vie, moi j'ai pas de boulot, j'ai pas de femme, j'ai rien qui m'attend, qui me tient, et je m'en vais. Et là, toute cette période à Nîmes, du coup, tu trouves du boulot, mais c'est... Mais j'ai tout le temps trouvé du boulot. Et depuis que je suis ici, j'ai pas arrêté de travailler. Par contre, t'as jamais eu un CDI? Non, jamais. Les CDI, ils veulent pas le faire à des vieux de 50 ans, depuis 50 ans, ils veulent pas, donc...
Et donc là, logiquement, tu me disais que tu as 59 ans cette année. Ouais, au mois de mai. Donc tu as calculé là, pour avoir ta retraite à taux plein, tu peux partir en carrière longue ou pas toi? Non, je peux pas. Parce que le problème, c'est que quand j'ai fait des chômages, je cotisais. Mais pour la sécurité sociale, ça prend en compte pour l'indemnité, mais c'est pas pris en compte dans l'actif. Actif, il faut tout le temps travailler. Et moi, et pourtant, je faisais de l'intérim, mais ils ne le prennent pas en compte. Donc du coup, il faut que tu travailles jusqu'à quel âge? 62. J'aurais 1168 euros brut. Donc du coup, toi, tes revenus, ils vont diminuer fortement. Mes revenus vont diminuer, oui, parce que là, comme je travaille beaucoup, donc je fais presque 50 heures par semaine, hein, je suis à 2008 net. En décembre, j'ai envie d'arrêter. Ouais, j'ai envie d'arrêter, j'en peux plus, j'en ai marre. Bon, c'est pas la question de la route, parce que je m'enquille 104 km par jour, 108 exactement, mais bon, j'ai plus envie. J'ai plus envie de me battre pour moi. J'ai envie de faire autre chose et de changer carrément. Bon, j'ai l'habitude là dans mes entretiens là, que je fais en ce moment de demander aux gens s'ils estiment qu'ils ont eu une enfance, une adolescence heureuse, tu vois, ou qu'est-ce que tu dirais toi? Moi j'ai eu une enfance très très dure, je ne souhaite à personne ce que j'ai eu comme enfance. J'ai été battu jusqu'à mes 20 ans, tabassé par mon père. Donc chaque fois, il m'appelait pour faire du travail. Quand je refusais, je prenais une raclée. Quand je revenais de l'école, quand j'étais gamin, si je ramenais une mauvaise note, je prenais une branlée et tout ce qui lui tombait sous la main, je le prenais par la gueule. Mon petit frère, pareil, on a été deux, martyrisés comme ça. Et puis bon, ça a duré jusqu'à mes 20 ans, jusqu'au jour où il est arrivé, qu'il m'a foutu sur la gueule, il m'a dit maintenant t'es chez moi et tu dégages. Tu vas faire ta vie ailleurs. Et heureusement qu'à ce moment-là, j'avais la compagne, ma première femme, qui m'a hébergé chez sa mère. 2 ans après, je me suis arrêté un beau jour parce que je ne parlais plus à mon père à ce moment-là. Je me suis arrêté, j'ai dit voilà, je m'arrête puisque je passe le vent. Je me suis marié, t'es grand-père, t'as une petite fille, donc je voulais te le dire. Mais il a dit, il m'a dit écoute, t'as fait une enfant, maintenant tu assumes. Mais hors de question que je te la garde. Voilà. Puis entre-temps, on s'est revus et un jour il m'a dit je fais une maison, je veux construire, ça te dit de venir m'aider, tout ça. J'ai dit il n'y a pas de problème, t'es mon père, je vois pas pourquoi je ne viens pas t'aider. Hein. Voilà. J'ai jamais oublié, j'ai pardonné, mais j'ai jamais oublié. Ça m'a servi parce que maintenant je pense autrement. Ouais. Quand j'étais gamin, quand j'arrivais pas à faire quelque chose, je m'énervais, je cassais pour me calmer les nerfs. Là j'ai appris au fil du temps que bon, ça sert à rien, faut savoir faut être social et tout. Voilà. Et à la fin de sa vie, tu allé le voir, tu t'es occupé de lui. Avant qu'il décède, une semaine avant, j'étais avec lui. Le matin même, une semaine avant, il était bien, il était en train de refaire une cheminée, il était assis sur les marches escaliers, je me rappellerai toujours qu'il me dit tu sais mon fils, c'est pas évident quand on vieillit qu'on a plus de force. Je me rappelle de ça, il me dit tu reviens dimanche, je dis je reviens dimanche, il n'y a pas de problème, parce qu'il faut que je revienne finir. Et dans la semaine, le jeudi, on m'appelle, on me dit papa, il s'en va à l'hôpital. Je dis écoute, tu me tiens au courant, parce que moi j'étais à lui, il était au Cap d'Agde dans la maison. Ouais. Donc je dis tu me tiens au courant, et puis dans la journée, on m'appelait, on m'a dit papa il est décédé. Ta mère aujourd'hui, elle est très âgée? Ma mère elle est très âgée, elle a 82 ans. Elle est en maison d'EHPAD pour la maladie d'Alzheimer. Donc pour elle, elle ne me connaît plus depuis 4 ans, elle ne me reconnaît plus. Si tu viens, tu le sors la faire marcher ou... Non, elle ne marche plus. Non, elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Mais là aussi, c'est la maison d'EHPAD, je les ai menacés plusieurs fois de porter plainte contre eux pour mauvais traitement de personnes âgées et abus de confiance parce qu'ils ont fait des choses. C'est le Corian. Hein. Ils disent le Corian c'est bien, mais non, c'est pas vrai. Ça me coûte 3 000 € par mois. Et toutes ces maisons-là que tu avais construites avec ton père, tout ça, ça a été partagé? La maison du Cap d'Agde et d'Albi, ça a été vendu, donc on a fait le partage. L'argent, je me suis acheté la voiture que j'ai, la C4, je me suis acheté le camping-car, parce qu'on ne sait jamais quand je vais être à la retraite, je ne sais pas où je serai, donc moi je veux un toit sur la tête, au moins je ne serai pas SDF. Donc j'ai tout l'argent qui me restait, je l'ai mis dans le camping-car, et puis voilà. Ouais. J'ai rien gardé pour moi, j'ai acheté une voiture à ma fille, j'ai donné 2 000 € à ma autre fille, et tout le reste je l'ai dépensé, voilà. Je pars du principe que le jour où je partirai au cimetière, je ne porterai rien avec moi. Ok. Profite maintenant et plus tard, on verra. On est en plein dans la campagne présidentielle, la campagne électorale tous les 5 ans. Est-ce que celle-là, est-ce que d'habitude ça t'intéresse la politique de manière générale? Disons que j'avais 40 ans, je ne m'intéressais pas à la politique, je m'en foutais. Je votais pas. Je votais pas parce que ça ne m'intéressait pas, j'étais trop jeune. Les lois, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Et je me suis intéressé à la politique, aux lois, quand j'ai eu créé le syndicat dans l'entreprise Fleury-Michon. Voilà. J'ai été délégué syndical pendant 8 ans. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux lois, à apprendre des choses. Et j'ai dit, putain, mais c'est intéressant.
Mais du coup, tu as commencé à t'y intéresser à 40 ans et c'est là que tu as commencé à voter à des élections? Ouais. Avant, entre Je tes votais 18 et tes 40 ans, tu n'as jamais voté? Non, je T'étais votais pas. t'étais inscrit? J'étais inscrit, mais je votais pas. Finalement, j'ai pas eu tort parce que ça m'a rien apporté. Et Et- j'ai arrêté quand je suis arrivé ici, on va dire à 12 ans maintenant. Non. Et là, je viens de me réinscrire parce que je dis là, ça peut plus aller, il faut... Donc ça fait 40 ans que tu es inscrit sur les listes électorales Mhm. et tu as voté une dizaine d'années dans ta vie. Voilà, ouais. Entre 40 et 50 ans. Voilà. Et là, tu t'y remets. Là, je m'y remets. D'accord. Et tu te souviens pour qui tu as voté à cette époque-là, là, entre tes 40 et tes 50 ans? À l'époque, c'était le FN. Hein. Dans les débuts des années 2000, c'est ça la Ouais, période où c'est tu ça. votes? Ouais, ouais. Donc, tu te souviens de ce qui se Oui, motivait parce dans... que j'en ai marre de voir cette racaille qui fait ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, Pompidou, Mitterrand, Chirac, il n'y a rien eu de fait. Aucune sanction, aucune discipline. On a tout donné, on leur a tout donné, et puis finalement, eh bien, comme je dis maintenant, eh bien, je dis beaucoup souvent, on me dit c'est vrai, t'as raison, nous les Français, on est les étrangers à la France. Ah Ouais. oui, je le pense comme ça et je le vis comme ça. Est-ce que tu l'as toujours vécu comme ça ou est-ce que tu l'as plus vécu Avant, non. avant? Non. Avant, je le voyais pas comme ça. Et qu'est-ce qui t'a fait penser De à voir ça? tout ce qui se passe. Tous ces gens qui cassent, qui respectent pas les gens, qui mettent des feux aux bagnoles, tout ça, qui sont pour rien les pauvres qui travaillent, on leur crame les bagnoles, tout ça. Donc de la sociabilité, il n'y en a plus. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. Et c'est aussi, par exemple, les questions que tu disais dans ton entreprise, que tu t'es politisé par l'entreprise, Mhm. c'est aussi parce que tu te sentais exploité dans le boulot, parce Ah que oui, il y a des injustices, Oui, j'en sais rien, tu vois. Oui, non, mais c'est ça, il y a eu des injustices au niveau de l'employeur. Donc c'est là où j'ai dit, ben, je vais créer le syndicat, j'ai trouvé 4 personnes, j'ai monté le syndicat, et je l'ai mis 8 fois en prison. C'est une période que tu as aimé, là, d'être représentant syndical Ouais. ou pas? Ouais. J'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai fait des formations, reconnaître la réaction d'une personne, ses gestes, son comportement, tout ça, j'ai appris ça. La façon de m'adresser au patron, surtout, c'est important. Ouais. Et savoir tenir tête à quelqu'un qui ne veut pas donner, quoi. Du coup, toi, ça t'a pas dérangé d'être à Non. la fois, tu vois, dans l'entreprise syndicale et en même temps d'aller voter pour lui? Non, ça ne m'a pas dérangé parce que Non. moi je ne regardais pas qu'ils soient contre les syndicats. Moi je rentrais, je regardais qu'ils parlaient comme moi je pensais que tout ça, il fallait arrêter la racaille, il fallait supprimer tout ça, qu'ils remettent la justice et faire les choses claires. Et foutre le bordel au niveau du gouvernement. Parce que le gouvernement, il s'en met plein les poches et ils ne font rien. Tu le cherchais comme ça? Ouais, moi je le voyais comme ça. Et je le vois toujours comme ça. Moi je le dis. Il faut maintenant, tous ces politiciens, républicains, les REM, tout ça, il faut les dégager, il faut mettre un nouveau parti qu'on ne connaît pas. On essaye, 5 ans, on le met et on voit. S'ils sont bien, dans 5 ans on les remet. S'ils ne sont pas bien, ils dégagent. C'est tout. Il y en a 2 que je dis, ouais, possible, mais tous les autres, il faut qu'ils dégagent. Tous ces partis politiques qu'il y a, il faut les emmerder au maximum. Tu les mets Par tous le- dans le même sac? Tous, ouais. Ouais. Sauf deux, parce que j'hésite, mais... Donc j'ai- du coup, j'ai- là, t'hésites entre qui et qui? Zemmour et Le Pen. Mais parce que Zemmour, il parle comme Marie Le Pen, mais il a des solutions qui sont bonnes, de bonnes idées, mais je me dis, il n'a pas la carrure pour ça. Et Marie Le Pen parle presque pareil que lui, mais elle a presque la carrure pour ça. Donc je me dis, si je mets lui ou elle, mais je voudrais une femme au pouvoir, qu'on change tout ça. Seule chose que j'y reproche, c'est de ne pas augmenter les salaires, de ne pas donner beaucoup sur le salaire. Il faut augmenter les salaires excessivement. Mon salaire est à 1250 € net, et bien je veux un salaire à 1800 €. C'est là que je pourrais commencer à vivre. Là, tu me donnes une solution comme ça, tu me donnes ça, mais je vote pour toi. Même si tu mets la retraite à 64 ans, je m'en fous. Parce que moi, je vais partir. Et du coup, de l'autre côté, là, quand tu prends Mélenchon qui dit on met la retraite à 60 ans et on augmente le SMIC, Oui, mais je suis pour aussi. mais du coup, Mélenchon, lui, il t'intéresse pas? Mais je le trouve trop caractériel. Il est toujours un peu dans l'agressivité, tout ça. Il parlerait peut-être autrement, peut-être je changerais d'avis. Ça, je l'écoute souvent, je dis, il parle bien, c'est un beau parleur. Mais est-ce qu'il fera tout ce qu'il dit? Moi, ce qu'il me dit, je te mets le SMIC à 1800 € net, ben, je vais voter pour lui, hein, parce que je sais que c'est mon pouvoir d'achat à moi. Tu te sens quoi? Tu te sens de droite, tu te sens de gauche, tu te sens ni de droite ni... Aucun des deux. Aucun des deux. Moi, si je m'intéresse à un parti, je m'y intéresse à fond. S'il me convient, le candidat et tout, qui me convient, je le suis. Je ne vais pas dire, ah ouais, lui, je le suis, puis après dire, ah ben non, je vais aller avec lui. Ça, c'est être faux cul et être menteur. En tout cas, par contre, il y a des gens, j'imagine, pour qui tu veux pas voter, du coup, tu voteras jamais Ah oui, pour. oui, non, mais je ne voterai jamais pour la Pécresse, Taubira, Macron, tout, non. Ils ont été ministres, comme la Pécresse a été ministre des Finances. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Elle dit, ouais, dans ma circonscription, on s'en fout de ton bled.
Qu'est-ce que tu as fait quand tu as été ministre? Rien. Et tu prends du pognon encore sur notre dos puisque tu touches ton salaire à vie de ministre. Moi, je regrette. Non. Du coup, bon, on va arriver sur un thème, on n'en a pas parlé, on en a parlé du pouvoir d'achat, sur un thème aussi dont, tu vois, quand on en parle souvent, mais encore plus dans pendant les campagnes électorales, c'est le sujet de l'immigration. Donc on en a un petit peu, enfin on en parlait un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que toi tu en penses comme ça? Moi, l'immigration, je dis, il faut l'arrêter. Il y en a assez. On en a assez en France. On n'a pas de boulot, on n'a pas du pouvoir d'achat très bas. Ces gens-là, ils viennent en France, on leur fait croire le monde des merveilles, mais ils arrivent, ils sont dans la rue. Donc on ne peut pas les héberger. On leur donne de l'argent, c'est bien, mais après ça change quoi? Ceux-là, ils font rien. D'aller voir dans la rue, moi je les vois tous les jours sur les ronds-points, tchétchènes, donnez-nous de l'argent, tout ça, mais ça ne peut pas durer ça, il faut arrêter, c'est trop. Ouais. Mais bon, j'imagine que pendant ta vie, tu as côtoyé beaucoup d'immigrés, plein d'immigrations différentes. Ouais, beaucoup. Donc même des collègues de travail, j'imagine, peut-être des copains des fois. Ah mais au boulot, j'ai que de ça. J'ai que des origines algériennes, marocaines, tout ça. Moi, je leur dis, vous êtes comme moi. Vous êtes français, on est là, on trime tous, on est tous pareils. On est tous dans la même galère. Mais, il y a certaines choses qui ne me plaisent pas, mais je ne peux pas le dire, parce qu'on va me dire que je suis raciste. Quand je me pose, on est 25 intérimaires, il y a 25 intérimaires préparateurs, tous sont d'origine étrangère, avec des origines bien sûr, ils parlent en français, mais quand ils sont là entre eux, c'est dans leur langue à eux. Je les vois, ils rigolent, mais moi je suis à mon coin. Et ça m'insupporte parce que c'est pour ça que je dis je suis étranger de la France. Et ça, tu l'as vu aussi dans ta vie, je sais pas moi, dans ton immeuble, dans ta résidence. Partout on le voit, on va faire les courses, ils parlent entre en arabe. Je sais pas, mais tu es en France, on parle la langue française. Tu veux parler en arabe, il n'y a pas de souci. Tu le fais chez toi ou avec tes amis, mais pas dans les grandes surfaces, pas dans les lieux publics, on comprend rien. Moi ça me perturbe, ça me choque. Je dis c'est pas possible qu'ils continuent comme ça. Toi tu te définis religieux, tu as une foi ou... Non, j'ai aucune foi, moi je m'en fous. La religion. T'as été éduqué J'ai été éduqué, j'ai été au catéchisme et tout, j'ai été à l'église, j'ai fait ma première communion. J'ai pas voulu faire la seconde parce que je m'en foutais. Donc la religion, ça me dérange pas, je m'en fous. Chacun fait sa religion qu'il veut, mais chacun l'a fait chez soi. Pas imposé comme je vois que ça me bouffe. Je les vois au boulot, dans le vestiaire, ils font leurs prières. Pendant les heures de travail, ils vont faire leurs prières. Moi j'arrive, je rentre pour prendre mes vêtements. Je vois le mec en train de faire sa prière, je suis obligé de le contourner. Non, je suis pas d'accord. Des questions comme on entend des fois dans les mesures programmatiques, il y a des gens qui veulent interdire le voile. Tu sais, le voile, il n'est pas interdit à l'université, il est interdit à l'école, au lycée, pas à l'université. Ouais. Toi, tu... T'as une religion, t'as une foi, d'accord, tu l'as fait chez toi, mais en dehors, dans la rue, partout, après, tu respectes. Tu respectes le pays qui t'héberge, qui te nourrit et tout. On est des chrétiens d'abord, et après les autres religions. Mais c'est pas à toi à m'imposer ta religion, à moi que moi je suis obligé de fermer ma gueule parce que je ne l'accepte pas. Non. Toi, le voile même, tu l'interdirais dans la rue? Oui, tenue correcte déjà, tenue correcte. Et le voile est interdit dans les lieux publics, dans la rue, partout. Voilà, terminé. Grande surface, tout ça, fini. Après, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Mais après, non. Et de plus en plus, je le vois. Je vois les cantines de plusieurs repas, les cantines halal, je mange pas ci, je mange pas ça. Je veux bien, je suis d'accord, je te respecte, il n'y a pas de problème. Mais ne nous impose pas à nous ta façon de vivre toi, de manger, tout, non. Tu me disais au début que ton père, donc il avait fait sa carrière dans la poste. On va dire, toi, tu as grandi dans une France où il y avait énormément de services publics. Oui. Tu as vu, j'imagine, ces changements tout au long de ta vie. Les services publics, ouais. Je suis écœuré. Je suis écœuré parce que il n'y a plus de relations, on ne voit plus personne. Maintenant, tout se fait par Internet. Voilà, vous déposez plainte, vous allez sur Internet. Je dis, mais c'est pas possible, c'est comme ça. Bientôt, on ne communiquera plus entre nous, on communiquera derrière un téléphone ou un portable. Non, ça va pas ça. Faut arrêter. Moi, j'ai toujours dit, je le dirai toujours, le modernisme a tué l'emploi. Les caissières, voilà, à Carrefour, il y a 10 machines normales, et les caissières, dégagées. Ça représente, allez, on va dire 40 personnes. 40 personnes comme au chômage. Et les gens, ils vont au modernisme, parce qu'on les pousse à aller au modernisme. Mais moi, non, moi je refuse ça, moi je vais toujours à une caisse. Parce que j'aime bien le contact, la relation. Et ça, le modernisme, tant qu'on va continuer, on est mal. Tu sais, des fois, les gens, ils se définissent, ils se disent, bon, moi je me sens avant tout
français, je me sens avant tout européen, je me sens avant tout, il y en a même qui disent citoyen du monde, il y en a d'autres qui disent moi je me sens vraiment de mon coin, de mon village, de ma ville. Toi, c'est quoi ton... Je suis albigeois, ouais, je suis albigeois de cœur, mais je suis bien là, mais je vois tout le reste autour après. Et quand j'entends dire on est européen, ben moi je regrette, je suis pas européen. Moi je regrette maintenant que sur les papiers, quel pays d'où vous êtes? Europe. Mais où c'est qu'on va? Je suis pas de l'Europe, moi je suis de la France, je suis pas de l'Europe, hein. Je suis français. Ça veut dire que quoi, je suis étranger de mon pays alors? Patriote, c'est un terme que t'aimes bien? Ouais, moi je suis le patriote de la France, oui. Oui, oui. Pas donner ma vie pour des cons qui nous feraient faire des conneries, mais je serais prêt à aider tout le monde. Moi, si je pouvais être, comme je te disais à l'époque, si je pouvais être au pouvoir, j'aurais changé tout ça, c'est pas possible. Et t'es quoi? T'es résigné ou t'es en colère? Tu penses que ça peut changer en bien ou... Ça va changer à mal. Ouais. Ah oui, ça va changer à mal, parce que les gens de plus en plus s'aperçoivent que la vie elle est chère, tout augmente, ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus, on leur prive des droits, tout ça, donc ça commence à chauffer. Des fois, il y a des gens qui disent que c'était mieux avant. Tu penses que c'était mieux Ah oui, avant? oui, oui, oui. Mais l'autre jour, tu vois, hier, au boulot, j'aurais fait voir une vidéo, je dirais ce que je regardais quand j'étais gamin. T'as pas connu? Moi je l'ai connu, c'est Histoire sans parole. C'est la musique, c'est une musique, il n'y a pas de parole, c'est un dessin animé qui est actif, qui est animé, mais en noir et blanc, avec une musique à la flûte. Et bien, quand j'ai fait voir ça, les gens me disent, mais c'est quoi ça? Mais c'est ça que je regardais tous les soirs. À 8 ans moins le quart, on avait ça, ça durait 2-3 minutes, et c'était fini. C'est ça que j'ai vécu, moi. Et moi, quand je vois ça, ça me refait revenir dans les souvenirs. Je vois les mobilettes, c'est parce que moi je suis sur le truc de Facebook, là, des citations, tout ça, et je vois des petites vidéos, des mobilettes, les premières vacances avec la caravane derrière et tout. C'est des beaux souvenirs. Maintenant, on a quoi comme souvenir? Internet? Là, je voulais venir sur le sujet de ce qu'on appelle, tu sais, la fiscalité ou les impôts. Ah, mais ça, c'est une catastrophe, ça. C'est parce que nous, on travaille avec un salaire de misère, et on se retrouve à payer d'impôts. Moi, je touche le SMIC, même touchant le SMIC, on me prend à la source. C'est pas normal. Allez taper dans le mec qui gagne 10 000 euros par mois, ouais, allez-y, y a pas de problème. Mais moi, je gagne que 1 200 euros, il y a une sacrée différence quand même entre 1 200 et 10 000, hein. Ouais. Et aussi les gros héritages, du coup, j'imagine. Ah oui, les gros héritages, ça c'est normal, attends. Moi, on a vendu la maison de mon père 227 000 euros, on a eu une plus-value à payer. Les frais de notaire, on les a payés. C'est pas logique. C'est pour ça que je dis... Mais ça, tu dirais quoi? Il faudrait supprimer pour tout le monde ou pas? Ou que pour les... Jusqu'à un certain niveau. Les plus gros capitaux payent plus. Voilà. Ouais. Moi, je dis pendant 5 ans, et payer pendant 5 ans, on supprime cette succession, cet impôt sur la succession, et les plus gros revenus de la succession, vous payez. Tu disais tout à l'heure que tu te sentais pas du tout européen. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de l'Europe, de l'Union européenne, de l'euro Il fallait pas le faire. En créant l'Europe, on s'est tué nous-mêmes parce qu'on a toutes nos entreprises qu'on avait, elles sont parties à l'étranger, tranquillement, on leur a rien dit. Demain, il y aurait, je sais pas moi, imagine tu as un candidat qui est élu, quel qu'il soit d'ailleurs, et qui organise un référendum sur la sortie de l'Europe. Ah oui, moi je dis oui, oui. Toi, tu dis oui? Ah oui, oui. Moi, je pars du principe que dans mes années à moi, on avait du travail. On pouvait se permettre de démissionner le lendemain de retrouver du boulot. Il y avait du travail pour tout le monde. À l'époque, à Alpi, il y avait des distilleries de cuir. Ça a employé énormément de monde. Qu'est-ce que ça a fait petit à petit? C'est parti, c'est parti. Et maintenant, on ramène du cuir venant de Chine avec des produits chimiques et tout. Non, ça ne peut pas aller. Alors que nous, ici en France, on a des normes, on respecte tout, et puis finalement, elles sont à l'étranger pour soi-disant gagner plus d'argent. Non, il faut interdire ça. Faut interdire. Moi, je serais pour interdire la fermeture de l'entreprise et le licenciement du personnel. Voilà. Parce que ces gens-là vont continuer à travailler et ramèneront de l'argent à l'État en consommant, en produisant. On produira. Là, on ne produit plus. Tiens, dernier sujet là sur l'écologie. Ça te parle ou pas, le sujet de l'écologie? Il faut, oui. Il faut de l'écologie. On pollue trop. On pollue trop alors qu'on a des matières premières qu'on pourrait. Du coup, toi, tu dirais quoi? Il faut faire plus d'énergie renouvelable? Ah oui, oui. Centrale nucléaire, ça ne pollue pas. Mais la seule pollution, c'est les déchets. On ne sait pas les recycler. Il y a d'autres moyens, des barrages. Il faut faire des barrages. Ça produit 3 fois plus d'électricité. Du solaire, peut-être? Le solaire, oui, il le faut. Le solaire, des turbines en plein milieu de la mer, comme ils veulent faire là pour le moment, les parcs de turbines dans la mer. Je suis d'accord. Ça ne va pas détruire la nature.
Bon, du coup, Serge, quand on s'est rencontrés à l'époque, on s'est rencontrés il y a 3 ans, sur un rond-point, donc j'étais tombé sur toi au rond-point de Nîmes. Comment tu as découvert le mouvement des Gilets jaunes et comment tu y as participé? J'ai découvert le mouvement par le biais déjà de Facebook, des gens qui ont lancé des appels, ça m'a intéressé. Et puis de voir des gens sur le bord de la route, j'ai dit il faut que je m'y intéresse un peu plus, parce que j'étais déjà pour tout ça. Il fallait faire quelque chose pour bouger. Ils l'ont fait, mais il faut aller soutenir et s'informer de tout ce qui se passe. Ça m'a donné l'envie de me battre contre l'injustice. Toi, tu te considères encore gilet jaune ou pas? Ah oui. Jusqu'à la fin, je le soutiendrai. Parce qu'il y a des gens qui se battent qui méritent plus que ce que moi j'ai. Si on veut se faire vraiment entendre, il faut tout casser. Toi, la violence, c'est pas un truc que tu condamnes, quoi, quand elle est bien exercée, pour un bon motif. Je ne suis pas contre. J'ai toujours entendu parler de mai 68, j'ai regardé des reportages sur ça. Les gens se sont battus parce qu'ils n'avaient plus de pouvoir d'achat. Ils n'avaient plus de boulot, ils n'avaient plus rien. Ils vivaient de la misère. C'est ce qui est en train de se passer. On va y revenir. Et je dis, il faut. Parce que le gouvernement, Macron, ne nous a pas entendus. Je suis allé dans un débat, les grands débats de Macron qu'il avait sorti à ce moment-là. Je suis resté 3 heures assis. Au bout de 3 heures, j'ai pété un plomb. Je me suis levé, je leur ai dit de tout. Et là, moi, j'ai dit, voilà, ma fille, elle a un CDI d'1 heure par jour. Donc, elle a 1 heure par jour. Elle a été voir son employeur pour faire plus d'heures. Le patron lui a dit, moi, je ne peux pas parce que tu as un contrat d'1 heure. Je ne peux pas te donner plus. Qu'est-ce qu'elle fait pour un contrat d'1 heure? Eh bien, elle faisait des ménages. Le patron n'a pas voulu lui donner plus. Mais vous savez, on dit que les chômeurs, c'est des feignants. C'est pas ça. C'est pas vrai. Qui c'est qui joue pas le jeu? C'est pas les chômeurs. Les chômeurs, ils veulent travailler. Le problème, c'est les patrons. Comme nous, ça se passe, on est 25, 30 intérimaires dans la boîte, autant que les CDI. Il n'y a pas une embauche. Pas une. Depuis le mois de mai que j'y suis. Pas une création d'emploi. Rien. Et on a du boulot. Et on fait 50 à 60 heures par semaine. Ils ne veulent pas embaucher. Ils préfèrent laisser les intérimaires. Parce que comme ils disent, tu n'es pas la productivité, tu dégages. Ah, tu n'es pas la qualité, tu dégages. Ah, mais tu arrives toujours en retard, allez, tu dégages. Voilà. C'est plus facile. Et moi, je suis contre ça. Je ne suis pas d'accord. Si tu prends du personnel, au bout d'1 mois, tu l'embauches. Tu fais un CDD. Déjà, et après on verra. Toi, tu étais tombé dans la catégorie social-patriote. Tu trouves que ça te définit bien? Ouais, moi ça me définit bien, ouais. Social et patriote, oui, nettement. Bon, Serge, j'ai 8 heures, il faut que j'y aille. Ouais, déjà? Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, tu sais. Bon, allez, j'y vais. Ciao, Serge. À la prochaine. Ciao, à bientôt.